à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Analyse de Bruxelles Corner Magazine. Aujourd'hui, nous allons traiter du conflit du Haut-Karabakh et de la position française. De ce fait, notre invité du jour est monsieur le député français Jérôme Lambert, qui est également vice-président du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan. Bonjour monsieur le député et bienvenue à notre émission. Bonjour à vous tous. Pouvez-vous rajouter quelques éléments sur votre parcours pour nos spectateurs, s'il vous plaît? Je suis un député français élu depuis très longtemps. Ma première élection date de 1986, ça fait 35 ans. Donc, je suis le plus ancien député qui siège actuellement à l'Assemblée nationale. Pas le plus âgé, mais le plus ancien. Je suis membre de la Commission des affaires étrangères, de la Commission des affaires européennes, dont j'ai été vice-président pendant 15 ans. Je suis membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Voilà, donc je m'occupe beaucoup des questions internationales, comme vous le voyez. En plus, je préside ou je suis vice-président de grand nombre de groupes d'amitié qui lient le Parlement français avec des parlements étrangers. Donc, vous avez souligné que j'étais effectivement vice-président du groupe d'amitié avec l'Azerbaïdjan. Je suis aussi vice-président du groupe d'amitié avec la Russie. Je suis vice-président de très nombreux groupes d'amitié, en fait, une vingtaine de groupes d'amitié au total. Je suis membre du groupe socialiste et apparenté. En fait, je suis apparenté parce que je suis adhérent d'un petit parti politique qui s'appelle le Mouvement des citoyens. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci. Alors aujourd'hui, chers spectateurs, on va parler du conflit du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est une région du Sud-Caucase disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis de longues années. Monsieur le député, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel rôle joue la France dans ce conflit et comment pouvons-nous comprendre, les Belges, ce conflit qui oppose deux États, d'une part l'Arménie et d'autre part l'Azerbaïdjan? Oui, comme vous l'avez souligné, c'est un conflit qui remonte maintenant à plusieurs dizaines d'années, en fait, qui remonte au début des années 1990, il y a maintenant 30 ans. Il y a 30 ans, à la suite ou en même temps que la dislocation de l'Union soviétique se faisait, des États, des États qui composaient l'Union soviétique, ont trouvé leur indépendance. C'est le cas de l'Arménie, c'est le cas de l'Azerbaïdjan, ainsi que de toutes les républiques anciennement soviétiques, comme l'Ukraine par exemple, et beaucoup d'autres. Et à cette occasion, à l'occasion de la dislocation de l'Union soviétique et de la constitution de nouveaux États, si on peut dire, indépendants en tout cas, il est apparu parfois quelques difficultés. L'indépendance, par exemple, de l'Azerbaïdjan n'a pas été de soi, dans la mesure où la Russie a bien tenté de conserver dans son giron l'Azerbaïdjan, qui était un État important dans la mesure où c'était un État pétrolier, gazier. Donc, il y a eu des grosses tensions entre la Russie et l'Azerbaïdjan, qui se sont traduits par une guerre qui n'a pas fait beaucoup de victimes, heureusement, mais enfin, il y a eu quand même un conflit armé entre le nouvel État de l'Azerbaïdjan et la Russie pour conquérir l'indépendance. Et à cette occasion, à l'occasion de cet épisode assez mouvementé de l'histoire de l'Azerbaïdjan, l'Arménie, qui était objectivement l'allié des Russes, qui a eu évidemment son indépendance vis-à-vis de la Russie, comme les autres États, mais qui a conservé avec la Russie un lien fort parce que qui fait partie de la communauté de défense russe, etc., etc. L'Arménie a profité de l'état de conflit, de tension extrême qui régnait dans cette région. L'Arménie en a profité pour attaquer l'Azerbaïdjan sur la partie ouest du territoire de l'Azerbaïdjan et a conquis à peu près 20%, pas tout à fait, mais pas loin de 20% du territoire de l'Azerbaïdjan, dont la province du Haut-Karabakh, mais pas seulement. La province du Haut-Karabakh représentait peut-être à peine 20% aussi des territoires conquis par l'Arménie à cette époque.
Et voilà, donc pourquoi l'Arménie a conquis ce territoire? Parce que c'est vrai que le Haut-Karabakh, dans l'histoire de l'Arménie, telle qu'elle peut être racontée, mais vous savez, l'histoire, on raconte beaucoup de choses, mais c'est vrai, le Haut-Karabakh fait partie de l'entité historique de ce qu'avait été l'Arménie il y a des siècles et des siècles et des siècles. C'est un petit peu, excusez-moi la comparaison, mais un petit peu le même problème avec Israël et les territoires occupés, où une partie de la classe politique israélienne réclame à ce que Israël retrouve les frontières qu'elle a pu connaître il y a 2000 ans. Voilà, l'Arménie, c'est un petit peu ça aussi, a dit, nous, le Haut-Karabakh était arménien il y a 2000 ans, il y a des milliers d'années, enfin, oui, il remonte très très loin dans l'histoire, et ils disent donc il n'y a pas de raison que ça soit revenu à l'Azerbaïdjan, alors qu'en fait, ce territoire était azerbaïdjanais depuis fort longtemps, du temps de l'URSS, quand l'URSS avait conquis les territoires qui formaient l'Union des républiques soviétiques, l'Azerbaïdjan déjà possédait, je dirais, le Haut-Karabakh sur son territoire. Donc c'est une vieille histoire, vous voyez, elle remonte à des siècles et des siècles en arrière, mais en 90, il y a eu une offensive de l'Arménie qui a conquis 20% du territoire de l'Azerbaïdjan, dont le Haut-Karabakh. Et dès cette époque, début des années 90, 92 exactement, enfin, voilà, parce que la guerre a duré quelque temps, une guerre qui a fait des milliers de morts, où il y a eu des massacres de part et d'autre, on va dire les choses objectivement, bien sûr. Eh bien, les Nations Unies, bien entendu, se sont saisies de la question et ont voté plusieurs résolutions, 4 en fait, 4 résolutions, donc votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire, on va dire, à l'unanimité, forcément, parce qu'une voix contre, c'est un veto, à l'unanimité des grandes puissances, dont la France, la Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, et les autres membres du Conseil de sécurité aussi, ont voté 4 résolutions demandant à l'Arménie de se retirer des territoires occupés militairement. 4 résolutions qui avaient de petites nuances près, mais qui avaient le même objectif. Et dans la foulée de ces 4 résolutions, votées encore une fois à l'unanimité, enfin des grandes puissances, dont la France, qui ne reconnaissait donc pas la moindre souveraineté de l'Arménie sur les territoires qu'elle avait conquis par la guerre, les grandes puissances se sont entendues pour constituer un groupe de travail de façon à régler la question du départ des Arméniens des territoires qu'ils occupaient. Voilà. Donc, il y a eu la constitution d'un groupe de travail qu'on appelle le groupe de Minsk, constitué de plusieurs puissances, mais la France fait partie de ce groupe de Minsk. Elle le vice-préside. Nous sommes 3 vice-présidents, en fait. Il y a la Russie, les États-Unis et la France. Donc la France s'est investie dans le règlement du conflit, dans le cadre des résolutions adoptées par les Nations Unies, c'est-à-dire règlement du conflit, ça signifiait tout simplement adapter les conditions du départ des Arméniens du territoire azerbaïdjanais. Et le groupe de Minsk, donc depuis presque 30 ans, pratiquement 30 ans, 29 ans, s'est réuni. Mais s'est réuni pour rien parce qu'en fait, la ligne de cessez-le-feu, il n'y a pas eu de paix, évidemment, il y a eu juste l'arrêt des combats en 92. Eh bien, depuis, malgré les efforts, on va dire, du groupe de Minsk, aucun progrès n'était réalisé dans la région, qui restait une région, depuis 30 ans, une région avec de fortes tensions. C'est-à-dire que sur la ligne de cessez-le-feu, il ne se passait pas plusieurs mois en général sans qu'il y ait quelques échanges de tirs et qui provoquaient parfois, bien évidemment, des victimes. Pas en très grand nombre, mais quand même, c'était une ligne de tension très très forte. Voilà, jusque au mois de septembre de l'année dernière, 2020,
où là, le conflit, je dirais, a pris une autre tournure. C'est-à-dire que, alors, les explications varient suivant les camps. Certains crient bien sûr aux provocations de part et d'autre, suivant le camp dans lequel on est. Mais une guerre ouverte a entraîné en quelques semaines le départ des troupes arméniennes des territoires ou de la quasi-totalité des territoires qu'elles occupaient, parce que seule une partie du Haut-Karabakh est restée sous contrôle des forces arméniennes, ou tout au moins des Arméniens qui vivaient sur ce territoire, voilà, et avec une présence russe qui existait déjà en Arménie. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, il existait un accord de défense entre l'Arménie et la Russie depuis toujours, enfin depuis les débuts des années 90. Et de ce fait, les troupes russes étaient déjà basées en Arménie, donc pour défendre l'Arménie dans le cadre de cet accord de défense. Mais les Russes ne sont pas intervenus dans le conflit entre le, le enfin, dans le conflit qui est arrivé, parce que tout simplement, les Russes ont considéré qu'il s'agissait d'une reconquête de territoires qui étaient reconnus internationalement comme étant azerbaïdjanais, et que donc, tant que l'Arménie, le territoire arménien reconnu, n'était pas concerné par le conflit, il n'y avait pas de raison, malgré les appels au secours que les Arméniens ont lancés aux Russes. Ils voulaient que les Russes interviennent, évidemment. Comme d'ailleurs dans les années 90, quand la conquête avait été faite, les troupes russes n'étaient pas directement intervenues, mais je vous ai rappelé les fortes tensions qui existaient entre l'Azerbaïdjan et la Russie à cette époque. Et en réalité, si la conquête a été opérée par des troupes arméniennes, elles étaient appuyées, on va dire, en second rideau par les forces russes. C'est-à-dire que toute attaque ou tout problème avec les forces arméniennes se serait traduit immanquablement par un conflit direct avec la Russie. Ce qui avait évidemment freiné les ardeurs de l'Azerbaïdjan, qui de toute façon était un État qui venait de souffrir de sa guerre d'indépendance, on va dire, et qui était un État très affaibli à ce moment-là, d'où l'attaque qu'elle avait subie au début des années 90. Mais depuis 30 ans, la situation en Azerbaïdjan avait bien évolué. On en connaît les tenants, les aboutissants. Enfin bref, aujourd'hui, le pouvoir azerbaïdjanais est un pouvoir fort, une économie solide. Et évidemment, depuis 30 ans, le rapport des forces s'est inversé, on va dire. D'autant que la Russie n'avait pas la volonté d'intervenir dans ce conflit. Donc il y a eu reconquête de la quasi-totalité des territoires que l'Arménie occupait. Et il y a eu cessez-le-feu signé sous l'égide de la Russie par l'Arménie et par les autorités politiques arméniennes et les autorités politiques azerbaïdjanaises. Voilà. On en est là aujourd'hui, un cessez-le-feu qui n'a pas été très bien accepté par une partie de la population arménienne qui voyait là une défaite. Et il faut reconnaître que tous les territoires conquis, ou la quasi-totalité des territoires conquis, ont été rendus à l'Azerbaïdjan, que l'Azerbaïdjan les ait conquis d'ailleurs, ou que l'accord de cessez-le-feu prévoyait tout simplement le départ des troupes arméniennes. Cela fut fait. Voilà. Et certains en Arménie, évidemment, contestaient ce départ, mais on peut comprendre le point de vue d'une partie de la population arménienne par le simple fait que pendant toute la durée de la guerre, qui n'a pas été très longue, quelques semaines, la propagande a été énorme, mais de part et d'autre. Mais dans toute guerre moderne, maintenant, les éléments de communication sont fondamentaux. Et la propagande arménienne que nous voyons, que nous avions vue, criait victoire à chaque jour. Disait que tout allait très bien, que les forces azerbaïdjanaises reculaient, que l'Arménie allait consolider sa position, les positions historiques qu'elle avait reconquises, etc. en 90. Donc la population arménienne était baignée par cette propagande,
croyant dur comme fer que jusqu'à la veille de la capitulation, enfin du cessez-le-feu, jusqu'à la veille, ils pensaient que tout allait très bien et que l'Arménie allait pouvoir, bien entendu, conserver ses territoires. Donc ce fut un grand choc pour beaucoup d'apprendre qu'en réalité, les troupes arméniennes étaient constamment en recul et constamment défaites. Voilà, donc ça a été mal perçu. Les Arméniens en ont voulu aussi à leur propre gouvernement, évidemment, de leur avoir caché la vérité, hein, et d'avoir finalement dû signer ce cessez-le-feu, hein, je dirais la corde au cou, on va dire, parce que c'est vrai que si la guerre avait continué, évidemment l'ensemble du territoire, y compris le cœur du Haut-Karabakh, on va dire, une petite partie du Haut-Karabakh aurait été reconquise. Mais je crois que ce qui importait le plus aux Azerbaïdjanais, c'était de reconquérir 95% des territoires que l'Arménie leur avait volé en 90, dans les années 90. Et puis voilà, puis après maintenant de construire la paix. Parce qu'il s'agit évidemment, avec l'accord de cessez-le-feu, d'envisager le retour des populations azerbaïdjanaises qui avaient dû fuir les territoires conquis par l'Arménie. Il y avait à peu près 500 000 réfugiés azerbaïdjanais qui pourront revenir, qui ont commencé pour certains à revenir dans les territoires, avec des difficultés parce que ces territoires ont été, surtout au moment du départ des troupes arméniennes, ces territoires ont été dévastés, quoi. Il y a eu une politique de terre brûlée. Les Arméniens ont reculé, mais en brûlant tout ce qui pouvait brûler, en coupant tout ce qui pouvait couper, en défonçant tout ce qui pouvait défoncer, et en minant aussi, minant les territoires et en empoisonnant les puits. Enfin bref, il y a quelques difficultés évidemment pour le retour serein des populations azerbaïdjanaises. Mais les choses se feront. Et puis ce qu'il faut espérer, c'est évidemment que, à force de dialogue, eh bien, que la paix perdure et que le développement économique qui a fait cruellement défaut à l'Arménie ces dernières années, il faut reconnaître, hein, que ce développement économique puisse profiter à toute la région. Et quand les ventres sont pleins, quand les perspectives sont heureuses, les populations ne pensent pas à la revanche et à faire la guerre. Donc la France, elle espère, effectivement, elle a espéré la paix rapide. Quand le conflit a éclaté, la diplomatie française a rappelé le droit international, a rappelé que l'Arménie occupait illégalement des territoires, mais a demandé à l'Azerbaïdjan de la retenue dans la reconquête. Voilà. Et la guerre étant la guerre, les choses se sont faites. Il y a eu malheureusement à peu près 7000 victimes au total, se partageant entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Donc, d'une manière assez équilibrée dans l'horreur, parce qu'il s'agit surtout de victimes civiles, beaucoup, enfin, pas surtout, mais beaucoup de victimes civiles, parce que des zones civiles ont été touchées des deux côtés, c'est-à-dire que les Arméniens ont tiré des missiles Scud, etc., enfin, d'origine russe, bien sûr, ont tiré des missiles balistiques sur des villes, en particulier la ville de Ganja, qui est la seconde ville de l'Azerbaïdjan, mais aussi sur d'autres localités, faisant des dizaines de victimes à chaque frappe. J'ai eu moi-même l'occasion de me rendre en Azerbaïdjan quelques jours après certains de ces tirs et j'ai pu mesurer effectivement l'état des destructions sur des zones totalement civiles. Mais les Arméniens disent que les Azerbaïdjanais ont aussi bombardé des localités du Haut-Karabakh. La différence, c'est que la différence, pour ce qui est des victimes, il n'y a pas de différence, c'est toujours des victimes, mais les Azerbaïdjanais ne s'en sont jamais pris au territoire arménien. Toutes les opérations qui ont été conduites par les troupes azerbaïdjanaises l'ont été sur des territoires occupés par l'Arménie, qu'ils ont donc reconquis. L'Arménie, elle, ne s'est pas contentée de défendre les territoires qu'elle occupait, mais a aussi attaqué directement l'Azerbaïdjan, des villes azerbaïdjanaises, en y lançant des frappes de missiles. Mais il pouvait de ce fait-là y avoir une grosse provocation, si vous voulez, parce que je pense que les Azerbaïdjanais ont réfléchi à deux fois
en se demandant qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait répliquer, riposter, lancer une attaque contre l'Arménie, parce que l'Arménie attaquait l'Azerbaïdjan directement, ou agir avec de la retenue et n'avoir principalement, essentiellement et pratiquement exclusivement que des opérations militaires sur le territoire, les territoires qui avaient été envahis et occupés par l'Arménie. Le danger étant que si l'Azerbaïdjan avait frappé directement l'Arménie, à ce moment-là, l'accord de défense qui liait l'Arménie et la Russie pouvait rentrer en ligne de compte, et à ce moment-là, évidemment, ça aurait pu changer le cours de la guerre. On peut d'ailleurs penser que peut-être que les provocations, les frappes arméniennes étaient des provocations pour conduire l'Azerbaïdjan à commettre cette faute et finalement faire intervenir la communauté internationale. Voilà. Voilà, alors la position de la France, ça a été constamment, bien sûr, de souhaiter la paix. On n'a jamais souhaité la guerre entre ces deux États. On n'a jamais souhaité ces victimes, ces départs, de la manière dont ça s'est fait, mais dont ça s'était fait en 90 par le départ des populations azéries, par centaines de milliers. On n'a pas souhaité non plus que nécessairement certaines personnes d'origine arménienne qui vivaient dans les territoires se sentent obligées de partir au moment de l'arrivée des troupes azerbaïdjanaises. Les populations qui étaient là depuis toujours n'avaient aucune raison de partir. Donc, on souhaitait la paix. Bon, ben, la paix maintenant a été signée. Et maintenant, ben, on souhaite la reconstruction. On souhaite que ces peuples vivent en paix pour longtemps, et pour toujours, bien sûr. Même si les stigmates sont forts, hein, les discours qui sont tenus, je vais dire de part et d'autre, il faut être assez honnête, sont parfois très violents à l'encontre des Arméniens quand on parle avec des Azerbaïdjanais ou à l'encontre des Azerbaïdjanais quand on parle avec des Arméniens. Les discours sont parfois assez durs à entendre. Voilà. Mais moi, je sais bien que en Europe, vous êtes en Belgique, on est en France, mais on a la même histoire. On a vécu il y a quelques dizaines d'années à peine un conflit mondial qui a mis à feu et à sang notre continent et avec des histoires de guerre absolument terribles, des massacres affreux, des déportations, des exterminations. Bref, on aurait eu beaucoup de raisons de nous en vouloir les uns et les autres et de faire perdurer la haine encore pendant des siècles et des siècles. Et heureusement, bien sûr, que nous avons pu construire un autre avenir pour notre continent. Donc on peut espérer qu'il en soit de même maintenant, mais pour ça, il faut sortir des schémas du passé. Et on entend tellement parler d'Adam et Ève qui étaient déjà occupés là-bas. Enfin, on entend des histoires comme ça incroyables, à croire que parce qu'un territoire un jour a été foulé par telle ou telle espèce humaine, eh ben, ce territoire à jamais doit être appartenir aux descendants de cette espèce humaine, quelle qu'elle soit. Moi, j'en viens à penser que nous, en France, et vous aussi en Belgique, en partie, nous devrions aujourd'hui être sous la coupe de l'Italie, des Romains, parce que finalement, leur histoire, c'est notre territoire aussi, et nous avons des vestiges partout, des voies romaines, des monuments romains, etc. Donc c'est vrai, ils pourraient revendiquer finalement le fait que, historiquement, la Gaule et tous les territoires, un bon nombre de territoires européens étaient romains. Voilà. Mais l'histoire fait que les choses évoluent. Voilà. Voilà. Comme vous avez dit, donc il y a des revendications et des arguments historiques. Alors il faudrait aussi rajouter que les Azerbaïdjanais disent que le Haut-Karabakh est également une région appartenant au royaume azerbaïdjanais. De ce fait, donc, avoir des arguments historiques, je ne sais pas si en géopolitique c'est assez pertinent. Alors monsieur, on a encore une question. Quand on lit un petit peu les sociologues et les géopolitologues, parfois les journalistes, les avocats en Occident, certains présentent le conflit comme une guerre sainte, alors que dans les faits, on sait que l'Arménie est défendue indirectement par l'Iran, qui est un pays islamiste et chiite, alors que l'Azerbaïdjan est soutenu par
la Hongrie, mais également Israël, qui est un État juif qui fournit à l'Azerbaïdjan de nombreuses armes. Alors comment, monsieur, pouvons-nous comprendre cette volonté de présenter le conflit comme une guerre qui oppose les chrétiens et les musulmans islamistes? C'est effectivement un petit peu la présentation qui peut en être faite ici en Europe. Parce que bon, quand on est sur le terrain, on voit bien que les choses sont plus compliquées que ça, et d'ailleurs ne répondent pas à ces critères-là. Il existe en Azerbaïdjan des communautés chrétiennes, il existe des communautés musulmanes, évidemment importantes, très largement majoritaires, mais qui sont à la fois chiites et sunnites. Donc c'est parfois un peu surprenant de voir dans un même pays vivre en paix des communautés chiites et sunnites, alors que dans bon nombre d'États, elles sont soit séparées ou soit elles vivent dans un état de conflit assez important. Ce n'est pas le cas de l'Azerbaïdjan, qui est un État laïque, qui a une constitution laïque, dans lequel, quand vous vous promenez à Bakou, vous pouvez très bien tomber sur un monument chrétien, un bâtiment, un lieu de culte chrétien, orthodoxe, toutes sortes de religions en fait, même bien entendu une synagogue. Des athées aussi, beaucoup d'athées. Oui, bien sûr, il y a des athées comme partout aussi, mais disons que c'est un État laïque, quoi, tout simplement. Voilà, c'est pas, il n'y a pas du tout dans la guerre qu'a conduite l'Azerbaïdjan pour reconquérir ses territoires, il n'y avait pas du tout l'idée je ne l'ai pas entendu nulle part, je l'ai vu nulle part. Il n'y avait pas l'idée d'une guerre sainte de l'islam contre la chrétienté, hein, ça jamais. Alors de l'autre côté, c'est vrai qu'on a eu des discours différents, laissant entendre que les Arméniens, oui, ben les Arméniens, la République arménienne, euh, elle n'a pas, euh, elle n'a pas le même caractère que la République azerbaïdjanaise dans le domaine, je dirais, de la laïcité. C'est un État chrétien où la population est chrétienne, il n'y a pas de mélange. Vous allez en Arménie, vous avez quasiment pas, je crois pas, vous n'avez pas de juifs, vous n'avez pas de musulmans, vous avez une entité un peu monobloc, si vous voulez, chrétienne, peut-être aussi athée, il doit y en avoir des personnes qui. Mais si vous voulez, la présence avérée des juifs et des musulmans n'est pas du tout, n'existe pas en Arménie, quoi. Donc, on a eu de la part de la propagande, on appelle ça la propagande, mais je pourrais dire la propagande arménienne comme la propagande azerbaïdjanaise, mais on a eu de la part de la propagande arménienne ce discours ici en Occident, en Europe, que l'Arménie se battait contre les hordes musulmanes, barbares, etc., avec bon, des, des choses qui ont été dites, qui n'ont jamais été prouvées. Vous savez que l'Azerbaïdjan, on a dit, avait fait appel aux djihadistes. Des mercenaires djihadistes étaient venus en Azerbaïdjan pour combattre l'Arménie, enfin pour combattre au Karabakh. Euh, cette, cette situation a été évoquée, y compris d'ailleurs par des dirigeants occidentaux, hein. Le président Macron l'a aussi lui-même évoqué, comme disant que c'était une forme de ligne rouge, que cette situation était impossible, inconcevable, et que voilà, ce ne serait pas sans conséquence. Et il avait ajouté dans cette déclaration qu'une enquête était conduite par les, les puissances internationales, citant la Russie, les États-Unis, bien sûr, de façon à déterminer la vérité sur cette question et donc que des décisions seraient conduites, on serait conduit à prendre des décisions si les faits étaient avérés. Mais il avançait les faits comme étant quasiment certains. Mais après, on n'a plus entendu parler de rien. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a eu sans doute enquête, on peut supposer, hein, ça aurait été quand même assez ennuyeux et assez grave s'il s'était avéré que des milices islamistes étaient venus d'Irak ou de Syrie pour combattre sur ce territoire azerbaïdjanais. Mais en réalité, ça n'a jamais été démontré. Ça n'a jamais été démontré et tout laisse supposer que de toute façon, vu l'état des forces,
dans lesquelles nous étions arrivés, l'équilibre, enfin l'équilibre, le déséquilibre des forces, les Azerbaïdjanais, aidés militairement par la Turquie, aidés, c'est-à-dire le matériel était fourni, il y avait du matériel moderne, et l'Azerbaïdjan ayant pu s'équiper ces dernières années, y compris de matériel russe, d'ailleurs beaucoup, en payant les avions, en payant les chars, en payant tout ça, l'Azerbaïdjan n'avait pas besoin de 200 mercenaires islamistes pour conquérir ces territoires. Elle avait déjà les troupes et les matériels suffisants. Donc, mais il y a eu une volonté de la propagande arménienne oui, de mobiliser l'Occident contre les hordes islamistes qui déferlaient contre un État chrétien. C'était le discours que nous avons entendu, mais c'était du mensonge, c'était de la propagande. Voilà. D'ailleurs, oui, pardon. non, pardon. D'ailleurs, ce qui a été prouvé récemment, en fait, donc c'est pas logique de croire que des djihadistes pourraient défendre un État laïque, surtout que les Azerbaïdjans sont très peu pratiquants. Donc c'est un État où la pratique musulmane est fort absente. Donc c'est assez aberrant de penser que des djihadistes pourraient combattre aux côtés de l'Azerbaïdjan. Et ce qui a été prouvé récemment, en fait, les combattants qui étaient d'origine peut-être syrienne ou irakienne, étaient en fait des Turkmènes. Parce qu'en Irak et en Syrie, il y a beaucoup de populations turkmènes. Et les Turkmènes sont très attachés à l'Azerbaïdjan, puisqu'en fait, le turkmène parlé en Irak et en Syrie se rapproche vraiment de la langue azérie. C'est la raison pour laquelle cet argument est beaucoup plus pertinent. Alors, monsieur, vous avez dit que la France défend justement les résolutions du Conseil de l'Organisation des Nations Unies. En revanche, on sait que le Sénat a reconnu le Haut-Karabakh. Alors, comment peut-on commenter cette différence entre ce que dit le gouvernement, entre la position du gouvernement et la position du Sénat, s'il vous plaît? En fait, votre discours n'est pas le reflet de la réalité. Il faut que j'explique. Le Sénat n'a pas la possibilité, d'ailleurs pas plus que l'Assemblée nationale en France, de reconnaître un État. Un État ou une indépendance, ce n'est pas. Pour reconnaître, pardon. Oui, le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une résolution à l'Assemblée nationale, une majorité de sénateurs et une majorité de députés ont voté une résolution demandant au gouvernement français de reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. Voilà. Mais le gouvernement français, si vous me demandez quelle est la position de la France, donc du gouvernement français, moi je vous réponds très tranquillement qu'aujourd'hui, et il en sera de même demain, le gouvernement français n'a pas reconnu et ne reconnaîtra pas l'indépendance du Haut-Karabakh. D'ailleurs, le président Macron a fait une déclaration qui n'était pas une déclaration dans une tribune officielle, mais une déclaration qui a été reprise sur les réseaux sociaux à l'occasion d'une rencontre qu'il avait avec des associations étudiantes arméniennes en France. Vous savez, les Arméniens sont très nombreux en France. Et le lobby arménien, la diaspora est constituée en lobby et ils sont très, très actifs. Et le président Macron était allé à leur rencontre dans les derniers jours de la guerre, d'ailleurs, ou peut-être même après la signature du cessez-le-feu, je crois. Mais était allé à leur rencontre pour peut-être un peu les réconforter, ou je ne sais pas, ou pour envoyer de l'aide humanitaire. Et on peut comprendre, parce que l'Arménie, comme je vous expliquais, est un pays qui a été dévasté par 30 ans d'incurie. Hein. Ces gouvernements ont été des gouvernements parmi les plus corrompus du monde, et on voit d'ailleurs dans quel état aujourd'hui l'Arménie se trouve. Voilà. Et donc le président Macron était venu et répondant à un jeune français d'origine arménienne sur le Haut-Karabakh, il l'avait dit, et ça avait été filmé par des télévisions, des smartphones, je ne sais quoi, et ça avait été évidemment diffusé sur les réseaux sociaux. Le président Macron avait dit, mais le Haut-Karabakh est un territoire qui, internationalement, est un territoire reconnu comme étant azerbaïdjanais. Voilà. Il ne fallait pas en dire plus, hein, parce que c'était à la question, mais pourquoi on ne reconnaît pas? Il a dit, mais parce que le territoire azerbaïdjanais est un territoire reconnu internationalement. Le territoire du Haut-Karabakh est un territoire
qui appartient, je crois que le mot appartient avait été indiqué. Enfin, c'était une déclaration très forte. Elle était sympathique, hein, c'était pas virulent, mais au détour d'une phrase, il disait tout simplement quelle est la position internationale, reconnue internationalement, donc reconnue par la France, reconnue par le Conseil de sécurité depuis toujours, enfin depuis 30 ans. C'est vrai, vous me parliez de l'histoire, vous parliez d'Adam, enfin eux ils me parlent d'Adam et Ève, ils parlent de tas de choses, mais ces territoires ont été successivement occupés par des populations d'origine arménienne, puis des populations d'origine turkmène, puis des populations de tas d'origines, j'imagine, parce que c'est un vrai carrefour là-bas. Hein. L'Azerbaïdjan, l'Arménie, c'est un territoire, ce sont des territoires dans lesquels il y a eu énormément de migration depuis 2000 ans. Quoi. Alors il est fort probable que beaucoup de gens soient passés par là un jour et ont laissé une trace de leur passage, comme les Romains ont laissé des traces en l'occupation de la Gaule pendant des siècles. Voilà, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes passé par là un jour que ce territoire aujourd'hui doit être revendiqué. Voilà. C'est le droit international actuel, pas celui du Moyen Âge, qui doit être en vigueur et qui est en vigueur. Voilà. Le principe de l'intégrité territoriale. Et d'ailleurs, le ministre français, le ministre des Affaires étrangères, avait dit, donc Jean-Yves Le Drian, que reconnaître le Haut-Karabakh reviendrait à exclure la France de la coprésidence du groupe Minsk, et ce serait vraiment renoncer au rôle de médiateur. Alors, monsieur. Ce serait pas que ça. Si on reconnaissait le Haut-Karabakh, la France tournerait le dos à des décennies d'action internationale qu'elle a pu conduire au sein du Conseil de sécurité en tant que membre permanent, parce que la France ne peut pas reconnaître unilatéralement des territoires que la communauté internationale ne reconnaît pas. Ce serait aller tout à fait à l'encontre de toute notre politique diplomatique que nous conduisons depuis 70 ans, 80 ans, enfin, depuis la fin de la guerre. Sachant qu'aucun État n'a reconnu le Haut-Karabakh, y compris l'Arménie. Alors, monsieur, vous avez parlé de la diaspora. J'aimerais savoir, est-ce que le phénomène diasporique arménien est essentiel dans la géopolitique du Haut-Karabakh? Je pense que dans la diaspora arménienne, elle est forcément, elle est très nombreuse à travers le monde. Moi, je connais surtout la diaspora française. Et du fait qu'elle soit très nombreuse, elle est forcément très diverse. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau, comme on dirait. Hein. Vous avez, c'est comme la communauté juive. Vous avez des juifs qui sont très sionistes, des juifs qui ne le sont pas. Et il y a différents degrés dans tout cela. Pour la diaspora arménienne, il va sans dire que c'est exactement la même chose. Mais cette diaspora, elle est souvent audible à travers les expressions les plus extrêmes. C'est souvent le cas d'ailleurs. Vous savez, si vous avez 50 000 personnes qui disent rien et 50 qui posent des bombes, on parlera des 50 qui posent des bombes. Et on dira que c'est toute la population qui est concernée. Alors qu'en fait, ce ne sont que quelques dizaines. Alors les Arméniens aujourd'hui n'en sont pas là. Ils en ont été là. La France s'en souvient. Au début des années 80, il y a eu plusieurs attentats en Europe donc, qui ont touché la France avec des victimes françaises aussi, des attentats commis par des groupes terroristes arméniens, la Sala pour ne pas les citer. Hein. Et donc, il existe quand même dans la communauté arménienne des extrémistes, comme il doit en exister dans toutes les communautés. Et comme il en existe en France, tout simplement, avec des Français qui n'ont aucune autre origine que l'origine française. Mais ce sont surtout eux que l'on entend, forcément. C'est le principe des groupes terroristes ou des groupes extrémistes qui font beaucoup de bruit. Quoi. Alors, donc, je pense que cette diaspora arménienne, quand elle est représentée par ces groupes-là, qui appellent au boycott des médias, qui appellent à la fermeture de certains médias, qui n'avaient pas une couverture
médiatiques qui correspondaient à leur propre vision des choses. Je me souviens d'un reportage diffusé par une grande chaîne de télévision française, TF1, que vous connaissez en Belgique forcément. Eh bien, TF1 avait fait un reportage sur C'était la supprimé. guerre. Ouais. Et en fait, c'était un reportage qui était tourné du côté azerbaïdjanais et qui montrait les populations azerbaïdjanaises qui étaient obligées de se mettre dans des abris parce que on entendait au loin, pas si loin que ça d'ailleurs, on entendait des frappes. Hein. Et bon, il montrait ça. Il montrait aussi une foule un petit peu énervée, brandissant des drapeaux turcs et tout ça, qui n'était pas une image fantastique pour l'Azerbaïdjan dans ce cas-là. Hein. Donc il y avait de tout quoi, dans ce reportage. Mais le fait qu'il y ait eu ce reportage et qui disent mais oui, mais la population azerbaïdjanaise, elle est aussi touchée par la guerre et que la guerre que conduit l'Arménie, eh bien, ça avait profondément déplu à certains extrémistes arméniens qui avaient mobilisé plusieurs centaines de personnes devant le siège de TF1 avec des pancartes et haut-parleurs pour demander que le reportage en question ne soit surtout pas mis sur la plateforme de streaming, qu'on ne puisse pas regarder ce reportage, le revoir, et qu'il fallait que la journaliste qui avait commis ce reportage soit sanctionnée. Quoi. Vous voyez, ils étaient très, très, très violents. Et moi, je peux aussi témoigner moi-même que, puisque dès le début, je me suis intéressé à ce conflit comme je m'intéresse à énormément de choses. Je vous ai rappelé que à l'Assemblée nationale, j'avais un peu cette fonction, parmi d'autres, je ne suis pas le seul, mais de m'occuper des affaires internationales. Eh bien, il m'est arrivé des tas de fois de m'exprimer sur la Palestine, il m'est arrivé des tas de fois de m'exprimer sur le Tibet, sur les Ouïghours, sur Taïwan, sur je, beaucoup d'autres choses, évidemment. Et parfois, ces expressions ne vont pas dans le sens souhaité par le gouvernement étranger que je peux mettre en cause. Mais même si parfois les débats sont rudes, c'est normal, les opinions différentes, c'est normal. Je n'avais jamais jusqu'à présent, depuis 35 ans de vie parlementaire, je n'avais jamais subi de menace de mort par rapport à des positions que j'avais prises sur des conflits, des situations très, très difficiles à l'étranger. Et là, j'ai été très surpris, effectivement, que moi-même, ma famille, en fasse l'objet de menaces de mort. Bon, elles n'ont pas été, bien sûr, suivies d'effet, aucun effet. Mais le fait quand même que des personnes puissent penser qu'on puisse menacer un représentant politique français qui défend la position diplomatique de la France, en plus, c'est pas, j'ai rien inventé, tout ce que je dis, c'est la position française, rien d'autre. Je le dis avec mes mots, évidemment, mais je suis peut-être pas toujours très diplomate, mais je dis les choses comme il se doit. Eh bien, que le fait qu'un député français dise ça, que certains Français, parce qu'il s'agit de Français, hein, certains Français qui se revendiquent d'origine étrangère, en l'occurrence arménienne, puissent proférer des insultes, des insultes, des tombereaux d'insultes, on va dire, et puissent aussi aller jusqu'à menacer, et puissent aller jusqu'à menacer de mort, parce qu'il y a des menaces aussi moins graves, on va dire, qui sont quand même des menaces. Mais voilà, mais ça a été pour moi une révélation assez désagréable, je veux dire. Et je me suis dit que, bien sûr, que cette diaspora, elle est multiple. Moi, je connais des Arméniens qui n'ont pas du tout défendu la politique arménienne, hein, heureusement, c'est comme ça. Mais ces minoritaires, ces minorités très actives, très violentes, ont certainement eu une influence sur les milieux politiques et médiatiques français. Que quand vous manifestez, quand vous menacez, quand vous, bah, ça peut avoir des effets dévastateurs. Et pour moi, il y en a eu. Alors, il faut savoir que la communauté arménienne, d'origine arménienne, ils sont environ 5 à 600 000 en France. Ils sont aussi assez concentrés sur certaines villes ou sur certains quartiers. Ils ne se sont pas répartis sur l'ensemble du territoire. Enfin, il y a des Arméniens, il y en a, y compris en Charente, hein, où je suis élu, j'en connais plusieurs familles, quelques familles, mais j'en connais plusieurs.
mais en règle générale, ils se sont concentrés. Et là où ils sont concentrés, bah, ils peuvent évidemment faire beaucoup de pression, y compris sur des élus. Quand vous représentez 10 000 personnes sur un territoire, l'élection du député, vous l'avez dans les mains. Hein, parce que pas seulement à vous tout seul, mais vous pouvez être un groupe de pression suffisamment fort pour entraîner l'élection du député que vous voulez. Alors évidemment, ça met entre les mains de cette diaspora un certain nombre d'élus. Et il faut le reconnaître, à l'Assemblée nationale, plusieurs de mes collègues me le disent que leur communauté arménienne leur demande de faire ci, leur demande de faire ça, d'agir dans tel sens et dans un autre. J'ai eu des tas d'anecdotes, parce que mes collègues, on se parle. Hein. Nous, on n'est pas en guerre entre nous, hein, même quand on n'a pas des opinions semblables. J'ai des collègues qui m'ont dit que pour avoir participé à des cérémonies organisées par l'ambassade de Turquie, chaque ambassade, tous les ans, célèbre sa fête nationale ou un événement. Ça arrive fréquemment. Et ça arrive fréquemment donc que les députés français soient invités pour participer comme ça, être présents à l'occasion d'un cocktail ou à l'occasion d'une cérémonie. Voilà. Et j'ai des collègues qui m'ont dit que s'étant rendus à l'ambassade de Turquie tout à fait innocemment, parce que voilà, et leur présence ayant été notée, on va dire, remarquée, sans qu'ils aient rien dit de spécial, hein, se sont vus abreuvés d'insultes et tout ça sur les réseaux sociaux, y compris dans leur permanence, par d'autres, des Français qui étaient venus les insulter, les menacer, parce que ils s'étaient rendus à une invitation de l'ambassade de Turquie. Et je ne vous raconte pas ça aujourd'hui, hein, je vous raconte ça il y a 3 ans, il y a 4 ans, enfin, voilà. Donc, bon, ce sont des comportements qui sont très désagréables et qui malheureusement, peuvent peser dans la balance quand même. Parce que ces élus-là, ils me disent, ben, non, moi tu comprends, quand je leur dis, mais tu peux prendre position contre, tu peux être d'accord quand même. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais tu comprends, si je dis ça, moi je vais, la prochaine élection, je vais les avoir contre moi. Voilà, ben, c'est malheureux d'entendre ça dans une démocratie comme la France, mais ce sont aussi des réalités. Ok, très bien. D'ailleurs, monsieur, quand vous parliez de la suppression de l'émission par TF1, il faut savoir qu'on a reçu plein mal de messages d'expats français en Azerbaïdjan, parce qu'il y a quand même des Français en Azerbaïdjan. Il y a une université française à Bakou, il y a un lycée Oui, français, et je on aimerait connais. savoir comment vont évoluer les relations franco-azerbaïdjanaises, surtout que la France est un partenaire commercial très important de l'Azerbaïdjan après ce qui s'est passé et notamment la pression subie par certains députés. Je ne sais pas encore quel sera l'avenir. Ce que je sais, c'est que les relations franco-azerbaïdjanaises ont eu à souffrir. Hein. Parce que même si la France n'a pas pris parti dans ce conflit, dans le sens où militairement, évidemment, et même sur le plan diplomatique, la France n'a pas présenté de résolution au Conseil de sécurité pour condamner le retour de l'Azerbaïdjan. Personne ne l'a fait d'ailleurs, puisque ça aurait été contradictoire avec les résolutions que nous avions votées nous-mêmes lors de l'occupation de l'Azerbaïdjan par l'Arménie. Donc la France a essayé de conserver quand même une certaine retenue, mais c'est vrai que sous la pression du lobby arménien, beaucoup se sont émus parce que les images que nous avions venant d'Arménie, pouvant être manipulées d'ailleurs, comme toutes les images en temps de guerre, hein, ça ne s'appelle pas des images, ça s'appelle de la propagande, d'où qu'elles viennent. C'est comme ça, en temps de guerre, il ne faut jamais faire confiance aux images d'où qu'elles viennent. On le sait depuis maintenant, toujours, enfin toujours. Les technologies maintenant permettent de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. C'est un peu compliqué après pour démêler le vrai du faux. Mais enfin, toujours est-il que les relations franco-azerbaïdjanaises ont eu à souffrir de cette période. Parce que l'Azerbaïdjan aurait espéré que la France, qui était amie de l'Azerbaïdjan et amie de l'Arménie, puisse quand même avoir une position très équilibrée et reconnaître d'emblée que
l'Azerbaïdjan était finalement dans son droit de reconquérir des territoires qu'elle avait perdus par la force, et de les reconquérir par la force. Quand pendant 30 ans de négociations, on arrive à rien du tout, et on n'avance pas d'un kilomètre, bon, même de quelques mètres, ben, il faut arriver à comprendre. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Hein. Personne ne souhaitait la guerre. Personne ne souhaitait 7000 victimes de plus. Bon, c'est indéniable. Mais l'Azerbaïdjan, quand même, et puis a mal considéré des résolutions que le Sénat français, que l'Assemblée nationale française avait votées. Même si je vous ai expliqué tout à l'heure que ces résolutions n'avaient aucune portée sur la diplomatie française. Mais c'était des signes politiques qui déplaisaient, et on peut tout à fait le comprendre, à l'Azerbaïdjan. Alors voilà, donc, mais aujourd'hui, bon, la paix est signée, enfin, le cessez-le-feu est signé, il y a des discussions qui continuent, qui commencent, qui sont difficiles, mais qui auront lieu, qui vont se poursuivre dans les années qui viennent, entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Russie, et puis peut-être aussi d'autres États. La France souhaite poursuivre son effort de médiation, même si ces efforts de médiation, pas seulement à la France, mais à la communauté internationale dans son ensemble, n'avaient abouti à rien pendant 30 ans. C'est un fait. Mais maintenant, ça y est, le problème, il est réglé d'une certaine manière. Et que donc maintenant, on n'est plus dans le problème de rendre des territoires à l'Azerbaïdjan, on est dans le problème de comment développer ces territoires, comment faire que la paix s'instaure sur la base des frontières internationalement reconnues qui ont été pratiquement dans leur ensemble rétablies. Donc, on peut à ce moment-là, je crois, ouvrir une autre phase de, de dialogue. Et la France, je l'espère, je m'y emploierai autant que mon statut me le permet, et j'espère que la France sera effectivement présente dans toutes les phases de reconstruction, de construction de la paix, et, et pour ce qui est d'assurer le développement économique de ces deux pays, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. On a tous besoin les uns des autres. Hein. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Et il faut que chacun soit, soit responsable et fasse vivre la paix. Et la paix, on ne la fera vivre qu'à travers un développement économique et social aussi. Bien. Et pour terminer, monsieur, que pensez-vous et quel bilan faites-vous de l'accord de fin de combat signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide de la Russie le 10 novembre dernier et une paix possible, enfin, une paix est-elle possible dans un futur assez proche entre ces deux États et dans la région? Je vous disais tout à l'heure que je ne connais pas l'avenir, mais je peux avoir des souhaits, évidemment. Moi, je pense que de toute façon, que l'accord de cessez-le-feu signé euh, ne peut pas être remis en cause. Il ne serait pas question, je ne vois pas comment il pourrait l'être, qu'une fois que le rétablissement des frontières internationales établies, parce que les troupes azerbaïdjanaises n'ont pas conquis un centimètre carré du territoire de l'Arménie. Hein. Donc on est revenu au territoire internationalement reconnu, sauf une toute petite partie du Haut-Karabakh qui reste encore avec un statut un peu particulier. Mais bon, ça peut faire partie de discussions, on peut voir, enfin, ils verront. Mais je pense que donc il est évidemment pas possible et pas question, il ne sera pas question de remettre en cause ce cessez-le-feu en disant ben, maintenant il faut que l'Azerbaïdjan rende la moitié des territoires qu'elle a reconquis alors qu'il non, non. On en restera là. Euh, il faut en rester là, sinon on remet une pièce dans la machine pour repartir sur un conflit qui durera encore 50 ans. Ce serait complètement déraisonnable et, et, et pas seulement déraisonnable, injuste. Enfin, c'est comme ça, voilà. Et maintenant, il faut faire de la coopération. Il faut que le Haut-Karabakh se développe, parce que ça a été un territoire, quand il était sous occupation arménienne, l'Arménie avait tellement de problèmes par ailleurs que vous pensez bien que son premier souci, c'était pas non plus de développer le Haut-Karabakh et les territoires azerbaïdjanais qu'elle occupait. Ce n'était même pas son propre territoire qu'elle occupait, c'était l'Azerbaïdjan. Donc dans ces territoires-là, depuis 30 ans, tout ce qui a pu se passer, c'était négatif en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de construction, il n'y a pas eu d'investissement, il y a eu un abandon en réalité.
Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant œuvrer pour que ces territoires, à nouveau, se développent harmonieusement, à l'image du reste de l'Azerbaïdjan d'ailleurs. Hein, l'Azerbaïdjan est un pays qui se modernise chaque jour, qui revient de loin. Hein. C'était un pays, il y a encore 30 ou 40 ans, qui était un pays de l'Union soviétique. C'était difficile, hein, comme dans la plupart des pays de l'Union soviétique. Aujourd'hui, bon, il y a eu beaucoup de progrès de fait depuis une quarantaine d'années, depuis 30 ans. Eh bien, il faut poursuivre ces efforts, y compris sur le Haut-Karabakh. Et quand le Haut-Karabakh euh, se sera à nouveau développé, je pense que les Arméniens qui vivent à côté seront plus enclins à dire mais nous aussi finalement on veut se développer quoi. Hein. On ne veut plus penser à la guerre parce que la guerre nous apporte que des malheurs à tout le monde. La guerre ne nous permet pas de nous développer parce que toutes les dépenses qu'on fait ne vont pas pour l'éducation, ne vont pas pour la santé, ne vont pas, voilà, servent à payer des armes et des mercenaires, c'est pas la peine. Il faut arrêter ça. Alors donc j'espère que effectivement un avenir nouveau, meilleur va s'inscrire sur la base d'un accord de cessez-le-feu qui pourrait peut-être, je l'espère, un jour se traduire par un accord de paix. Bon, après, on met les mots qu'on veut. Hein. L'essentiel, c'est que, qu'il y ait accord de paix ou pas accord de paix, l'essentiel, c'est que la guerre s'arrête et que le développement, maintenant, puisse avoir lieu. Après, si chacun campe sur des positions inconciliables et que pendant 50 ans, on ne fait pas la paix, mais que la guerre s'arrête et qu'on se développe, j'en serais très heureux quand même. Voilà. Ok. En résumé, chers spectateurs, la position française est claire. Le Haut-Karabakh et ses 7 districts qui étaient occupés par l'Arménie sont des territoires reconnus par le droit international appartenant à l'Azerbaïdjan. Il y a eu des morts et des civils des deux côtés, surtout que certains géopolitologues ont dit qu'après l'attaque sur la ville de Ganje, il y a eu davantage de civils du côté azerbaïdjanais qui ont été touchés. C'est exact. Les chiffres quasi officiels, on peut dire, malheureusement, parce que quand on additionne les victimes, c'est un décompte macabre, et puis on ne peut pas se satisfaire de dire qu'il y a eu plus de morts d'un côté que de l'autre, mais il y a eu plus de victimes civiles, effectivement, du côté azerbaïdjanais que du côté arménien. Bon. Mais chaque victime arménienne compte aussi, hein. C'est indéniable. Oui, oui. Voilà. Et il y a eu, bien évidemment, il y avait 20% du territoire azerbaïdjanais qui est occupé, qui est quand même un pourcentage assez important. De ce fait, la position française est claire. La France soutient le droit international et les résolutions du Conseil de l'Organisation des Nations Unies. Merci, monsieur le député, pour cette participation à notre émission Analyse. Merci beaucoup, chers spectateurs, et à la prochaine. Au revoir à tous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.